Sais-tu que les premiers astronautes n'avaient pas du tout de toilette? Le premier astronaute américain et deuxième homme dans l'espace, Alan Shepard, s'est retrouvé dans une situation très embarrassante. Son vol ne devait durer que 15 minutes. Les ingénieurs n'avaient donc pas installé de toilette à l'intérieur du vaisseau. Shepard y a pris place environ 1 heure avant le lancement prévu. Mais en raison des conditions météorologiques et de problèmes techniques, le lancement de la fusée a été retardé de 2 heures. Pendant tout ce temps, Alan Shepard était allongé sur le dos dans le vaisseau. À un moment donné, il a ressenti le besoin de vider sa vessie. Il l'a signalé au contrôle au sol. Mais si Alan Shepard sortait de la fusée pour faire ses besoins, cela retarderait indéfiniment le lancement. De sorte qu'on ne l'a pas laissé sortir. La seule option pour lui était d'essayer de se détendre et d'oublier sa pressante envie. En fin de compte, il a fait ses besoins à l'intérieur de sa combinaison. Heureusement que cette dernière, ainsi que ses vêtements en dessous, étaient en coton, un matériau assez absorbant pour éponger tout le liquide. Alan Shepard a donc terminé son vol plus détendu et relativement au sec. Il lui a néanmoins bien fallu éteindre les capteurs de sa combinaison. S'ils étaient mouillés, cela pouvait provoquer un court-circuit. Le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, a quant à lui réussi à résoudre le même problème avant le lancement de la fusée. Lorsqu'il a été emmené vers la fusée en bus, quelques minutes avant d'arriver, il a demandé un arrêt technique pour se soulager. Ainsi, il a pu opérer son vol de près de 2 heures sans être perturbé. Alors n'oublie pas de toujours aller aux toilettes avant un long voyage. Plus tard, la NASA a pris en compte les besoins physiologiques des astronautes en utilisant un nouveau dispositif lorsqu'elle envoyait des astronautes dans l'espace pour des missions plus longues. Il s'agissait d'un cylindre que l'astronaute devait enfiler. Il attachait ce système à sa taille grâce à des sangles. Le cylindre était relié à un sac, lequel recueillait tous les déchets. C'étaient les premières toilettes de la NASA. Simples et confortables. La NASA a aussi fait des expériences avec le régime alimentaire des astronautes. Il s'agissait de ralentir le processus de digestion et de prolonger le temps entre la consommation de nourriture et d'eau et la production de déchets. L'un des astronautes, John Glenn, a testé cette méthode. Son vol autour de la Terre a duré environ 5 heures. Un régime spécial et des médicaments ont permis à l'astronaute d'éviter d'aller aux toilettes pendant une période relativement longue. Il a fait ses besoins juste avant de rentrer dans l'atmosphère. Lorsque les scientifiques ont analysé ces déchets, ils ont découvert que leur volume était 35% supérieur à ce que la vessie d'une personne moyenne pouvait contenir à sa capacité maximale. Mais l'astronaute ne s'est pas plaint de son état et a dit que le vol avait été confortable. De nos jours, lorsque les astronautes passent du temps à l'intérieur de la station ou du vaisseau spatial, ainsi que dans le vide de l'espace, ils portent parfois leur combinaison spatiale pendant 9 heures d'affilée. Cela signifie qu'utiliser les toilettes ordinaires à bord n'est pas une option. La solution à ce problème est simple, les couches. Elles sont plus sophistiquées que celles vendues sur Terre, bien sûr, avec un absorbeur spécial cousu dans le tissu. Il peut garder le corps d'un astronaute au sec pendant une longue période. Si tu étais prof et que tu partais avec tes élèves en excursion scolaire à la Station spatiale internationale, la première question qu'ils poseraient serait probablement « Où sont les toilettes ?» Bien sûr, ils seraient aussi enthousiastes à l'idée d'en apprendre plus sur le cosmos. Mais il s'avère qu'utiliser des toilettes en apesanteur peut être un sacré défi, auquel il faut se préparer. Si tu prends un tuyau dans ton jardin et que tu commences à arroser tes fleurs, l'eau sort en un jet rectiligne et puissant. La gravité le maintient et tu peux viser où tu veux. Mais dans l'espace, comme tu le sais, il n'y a presque pas de gravité. Donc l'eau qui sort du tuyau continue de flotter dans la même direction. Et si tu dois atteindre une cible précise, c'est encore plus difficile. Le jet peut se morceler en gouttelettes qui vont commencer à rebondir sur les murs, à descendre ou à monter de façon désorganisée.
Donc si tu essaies d'utiliser des toilettes ordinaires dans l'espace, tu seras entouré par des gouttelettes volantes. La solution à ce problème est de créer une force qui attirera les déchets. Si ce n'est pas la gravité, alors il faut créer un vide, comme celui qui est créé dans les toilettes des avions. Après avoir appuyé sur le bouton de la chasse d'eau, tu entends toujours un sifflement. C'est le ventilateur qui commence à pomper l'air hors du réservoir à déchets. Lorsque la pression est suffisamment basse, le trou dans la cuvette s'ouvre et tous les déchets sont instantanément aspirés vers le bas. C'est aussi comme ça que fonctionnent les toilettes de la Station spatiale internationale, où il faut créer un tel vide dès le début. De cette façon, l'eau du tuyau formera un courant, non pas du fait de la gravité, mais du fait de l'air aspiré à l'intérieur par un ventilateur. Oh, et les toilettes ordinaires ne font pas l'affaire. Si tu dois utiliser les toilettes sur l'ISS, tu dois prendre un tuyau et allumer les toilettes à l'aide d'un bouton. Le ventilateur à l'intérieur commencera à tourner et à aspirer l'air. En gros, tu feras tes besoins essentiellement dans un aspirateur. Une extrémité du tuyau présente une forme d'entonnoir unique, conçu à l'usage des hommes et des femmes. Un courant d'air aspirant récupère toutes les gouttelettes et les dirige dans le réservoir. Vient ensuite le système de nettoyage des déchets avec de nombreux filtres et produits chimiques. Il y a aussi un réservoir d'acide puissant qui sert à dissoudre toutes les formations solides présentes dans les déchets. Sinon, elle pourrait boucher les filtres et les vannes du système et provoquer une panne. Tu ne voudrais pas avoir des toilettes qui fuient lorsque tu es enfermé dans un espace restreint sans gravité. Cet acide peut même facilement dissoudre certains métaux. C'est pourquoi les matériaux des toilettes spatiales sont faits d'alliages spéciaux de titane, très résistants et très coûteux. Après avoir été nettoyés, les déchets sont transformés en eau potable. Cela signifie qu'avec le temps, tu la transformeras à nouveau en déchets et le cycle se répétera. Pas d'inquiétude, le système de purification fonctionne exceptionnellement bien. Et ton café n'aura pas un goût particulier. Les choses sont un peu plus compliquées si tu vas aux toilettes pour une grosse commission. Tout comme sur Terre, tu devras d'abord soulever le couvercle des toilettes. À ce moment-là, le même ventilateur que dans le cas précédent se mettra en route. Il devrait déjà fonctionner pour éviter les mauvaises odeurs. Ensuite, cela t'aidera si tu t'assois sur les toilettes. Mais ce n'est pas si facile en apesanteur, si bien qu'il y a des sangles pour tes pieds et des poignées pour te tenir. Le ventilateur fait son travail et tes déchets vont dans le réservoir. Le papier toilette y va aussi. Chaque portion de déchets solides se retrouve ensuite dans un sac qui est scellé. Puis, le système envoie ces sacs à déchets dans un bidon spécial. Ces bidons sont stockés sur l'ISS jusqu'à ce qu'un vaisseau cargo vienne les récupérer. Les astronautes reçoivent des provisions de nourriture et d'eau ainsi que du matériel scientifique. Puis, ils chargent le vaisseau cargo avec les bidons de résidus humains et d'autres déchets. Après cela, ils se désariment et se préparent à retourner sur Terre. Mais comme les vaisseaux cargo se consument entièrement, en raison de la friction contre l'air de la haute atmosphère, tous les déchets sont éliminés avant d'atteindre la surface de la planète. Une autre option dont disposent les astronautes est de jeter les bidons contenant les déchets directement dans l'espace. La gravité de la Terre finit par attirer les conteneurs et eux aussi se consument dans l'atmosphère. Actuellement, la NASA développe un système qui pourrait recycler les excréments en eau. Après tout, l'eau est une ressource précieuse sur la Station spatiale internationale. Ces toilettes spatiales, qui sont un petit appareil de la taille d'un scooter, coûtent environ 23 millions de dollars. Cela comprend la fabrication et une douzaine d'années de développement. Et ce coût n'inclut pas la livraison à l'ISS. Pour cette somme, tu pourrais acheter une Bugatti Veyron, la voiture la plus chère du monde. Ou un jet privé, par exemple. Ou tu pourrais devenir propriétaire d'une île, ou de plusieurs. Mais bon, revenons à l'espace. Le voyage commence sur la rampe de lancement. La fusée qui livrera plus tard sa cargaison à l'ISS est assemblée. Les moteurs de la fusée s'allument. Ils brûlent des centaines de litres de carburant chaque seconde.
la fusée s'élève. Et quand tout le carburant est brûlé, le premier étage de la fusée se désarime. Elle retourne sur Terre et fait un atterrissage en douceur. Elle peut être utilisée à nouveau après avoir été ravitaillée en carburant. Une fois que la fusée est désarimée, le deuxième étage de la fusée allume ses moteurs. Davantage de carburant est brûlé pour que la fusée puisse atteindre l'altitude de l'ISS, soit environ 400 km au-dessus du niveau de la mer. Une fois en orbite, le vaisseau cargo s'arrime à l'ISS. Et voilà, les toilettes spatiales sont livrées. Mais cela coûte environ 50 millions de dollars pour lancer une fusée d'appoint comme Falcon 9. Nous prévoyons aussi d'envoyer des gens sur Mars et le voyage prendra environ 7 mois. Alors nous devrons probablement créer des toilettes confortables pour les astronautes. Le design des toilettes à 23 millions de dollars sera forcément amélioré. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les ingénieurs les rendent plus petites et plus légères, afin qu'elles occupent moins d'espace et consomment moins de carburant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau avec Sympa. Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil. La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile. Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b ? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude.
Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri b. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri b abrite vraiment de la vie sur sa face sombre, alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri b. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri b. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre. Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite. Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde.
Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale, ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité.
Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commandes à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage, et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune.